pour commencer, en guise d'introduction, j'aurais aimé le faire en présentiel, hein, j'aurais aimé vous faire toucher du doigt les objets dont on va parler. Hein. Et alors, à défaut de vous les faire toucher du doigt, je vais essayer de vous les montrer. Alors, d'abord, pour prendre du recul et mettre dans un contexte large ce dont on va parler, il faut avoir présent à l'esprit, évidemment, que nos objets microélectroniques, etc., et on va parler de leur épopée, et les puces qui sont dans ces objets ne sont que les héritiers d'un objet comme celui-là, qui a été inventé il y a quelques milliers d'années en Mésopotamie, tout le monde le sait. Et ce qui est important de noter, c'est que les fonctions de ces deux objets sont très largement les mêmes. Et il y a une fonction mémoire qui est gravée là dans de l'argile, qui est gravée là dans du silicium, on le verra. Il y a une fonction communication. Dans le cas de l'argile, ben évidemment, il faut le transporter. Là, on a des photons qui nous aident à faire ce transport rapidement et à moindre coût. Il y a des fonctions de sécurité. Hein, ça a été utilisé pour assurer la sécurité des transactions. Ça, aujourd'hui, la sécurité est assurée par les puces. Et puis, à ceux qui s'étonnent pas mal aujourd'hui que l'objet qui est ici soit utilisé principalement pour du commerce, ben, il ne faut pas oublier que les technologies de l'information, c'est-à-dire celles-ci, ont été inventées en Mésopotamie pour des besoins commerciaux et pour des besoins tout à fait terre-à-terre, d'arpentage de terrain lorsqu'il s'agissait de gérer des transactions par des géomètres. Alors, évidemment, nos puces électroniques s'inscrivent dans cette grande histoire. Ces 50 dernières années ont été une extraordinaire accélération de cette histoire, mais il n'en reste pas moins que les concepts sont les mêmes, à l'exception peut-être d'un concept qui a été introduit par Pascal. Bon, alors là, on est sur quelques siècles, et le concept introduit par Pascal, c'est que la matière peut servir à autre chose qu'à simplement graver de l'information, mais peut servir à traiter l'information. Et c'est Pascal qui a amené l'idée que l'on pouvait faire traiter des informations, dans son cas c'était des calculs simples, mais des calculs qui sont du traitement de l'information. Donc cette genèse du traitement de l'information, que l'on retrouve évidemment au cœur de ces machines, a été introduite par Pascal, évidemment formidablement raffinée par Alan Turing, cet Anglais qui a introduit la notion d'ordinateur, c'est-à-dire de machine plus sophistiquée évidemment que la machine de Pascal, parce qu'on pouvait y ajouter de l'intelligence, non seulement mettre en mémoire de l'information dans une machine, mais la rendre d'une certaine manière intelligente en transposant une part de l'intelligence humaine, en déléguant cette intelligence à la machine sous forme de logiciel. Alors Alan Turing, il est bien connu, puisque c'est lui qui, en mangeant une pomme, a donné à Apple son logo, ce logo qu'on voit partout, derrière toutes les machines Apple, vient de là. Donc ça, c'est le premier élément, la première grande rupture conceptuelle entre la tablette gravée et puis nos téléphones portables, c'est Pascal et Turing, on va dire. Alors la deuxième grande rupture, un petit peu plus compliquée à expliquer, j'espère que vous allez voir l'image, c'est le remplacement de ce matériau inerte, l'argile, par un matériau que l'on trouve dans la nature. Alors, je vais vous en montrer un petit objet. Je ne sais pas, là, vous me direz, parce que je ne vois pas bien mon image, si c'est à peu près focalisé. Ça va là? Oui, alors, c'est un semi-conducteur. Alors, ce semi-conducteur, en le regardant, on peut expliquer d'où viennent ses propriétés magiques. Hein. Alors, en le regardant bien, on voit que c'est un matériau qui est cristallin, exactement comme du quartz, comme la plupart des isolants. Ça veut dire que les liaisons atomiques, ils sont fortes et que le matériau est un matériau organisé, d'où la présence des cristaux que vous avez peut-être pu voir. Et d'autre part, la deuxième caractéristique de ce matériau, c'est que vous voyez, il a un reflet métallique. Et ça veut dire qu'à l'intérieur de ce matériau, bien qu'il soit organisé par des liaisons interatomiques fortes qui sont assurées par les électrons, c'est des électrons qui sont fortement liés les uns aux autres, et bien, il y a suffisamment d'électrons, de liberté pour les électrons pour qu'ils donnent lieu, comme dans les métaux, à ce qu'on appelle la réflexion métallique,
qui prouvent que les électrons ils sont relativement mobiles. Ça, c'est la deuxième grande rupture parce que ceci, on va le voir, a permis aux ingénieurs de manipuler des électrons dans des matériaux et donc ça a permis l'électronique. Donc voilà, une rupture conceptuelle, c'est Pascal et les machines. La deuxième rupture, c'est on change de matériaux. Alors évidemment, ce petit semi-conducteur, c'est pas celui qui nous permet de faire nos puces électroniques. Hein. Aujourd'hui, le matériau semi-conducteur, alors voilà, je vais essayer de le montrer de loin, eh bien, c'est du silicium et le travail de l'industrie pour fabriquer ces puces, il se déroule sur des grandes plaquettes comme celle-ci, plaquettes qu'on dit de 300 mm, qui sont des plaquettes de, celle-ci doit faire 500 microns d'épaisseur et qui sont absolument parfaites. C'est un monocristal absolument parfait avec une surface parfaitement plane, etc. Donc, ça, c'est une amélioration, évidemment, du matériau semi-conducteur qu'on trouve dans la nature, mais conceptuellement, c'est la même chose. Et sur ces matériaux, eh bien, on vient dessiner, graver, j'expliquerai un peu comment tout à l'heure, des puces que vous voyez là, ce sont les petits rectangles que l'on voit là. Ensuite, on les découpe et on aboutit à ces objets-là, qui est ce qu'on appelle à proprement parler la puce, c'est-à-dire un petit morceau de semi-conducteur, vous voyez le petit carré qui est là, et puis des pattes d'interconnexion, hein, et c'est ça qui a donné le nom de puce à ces objets. Voilà, et c'est ça que l'on trouve dans les ordinateurs un peu partout. Alors évidemment, il y a différentes formes de packaging, d'assemblage derrière ces puces, et vous connaissez tous l'autre mode d'assemblage, qui est celui-là, la carte à puce. Hein. Et ce que vous voyez là, le petit rectangle qui est ici, avec les contacts qui sont autour, bon, c'est la puce, là, elle fait 1 millimètre carré, on n'est plus dans le centimètre carré, et autour, eh bien, on a les 4 ou 5 petits contacts. Pour la petite histoire, j'ai choisi cette carte, je ne sais pas si vous arrivez à lire de quoi il retourne, c'était une carte qui a été éditée par France Télécom à l'occasion d'une conférence sur le télétravail en 1997, une conférence européenne sur le télétravail. Alors vous voyez que le télétravail, on en parle depuis longtemps, et il a fallu un virus pour qu'il se généralise véritablement. Le simple fait que des ingénieurs y travaillent, c'était pas suffisant. Voilà. Alors, ça c'était pour montrer un peu les objets dont on va parler. Maintenant, je vais passer à des transparents pour rentrer dans un petit peu plus de détails. Donc, je vais rentrer dans cette présentation de l'épopée des puces électroniques, dont je viens de dire que c'était une accélération de la grande épopée des technologies de l'information. Et je vais me concentrer dans une première partie sur les forces qui expliquent ces 50 années de ce que l'on appelle aujourd'hui une disruption qui est à la fois technique, économique et sociétale. Et on parlera des trois choses. Alors, pourquoi disruption? Parce que c'est 50 ans de rupture permanente. Souvent, on parle de révolution. Révolution n'est pas suffisant. On utilise aujourd'hui le terme de disruption parce qu'une révolution, on a toujours la sensation, c'est un coup, ça dure 1 an, ça dure 2 ans, 3 ans, bon, et puis après, les choses repartent. Là, ce n'est pas vrai. C'est pendant 50 ans qu'il y a en permanence une rupture de technique qui induit une rupture sociétale et économique. Et c'est ce qui est véritablement au cœur de cette affaire-là. Je l'ai dit grosso modo en présentant les objets, hein, je dis ces puces, c'est le dernier avatar des technologies de l'information. Quand je dis dernier, c'est, je veux dire, le plus récent. Derrière, il y en aura peut-être d'autres. Hein. Et c'est un avatar de technologies qui ont commencé même avant l'écriture et avant les tablettes, hein, on faisait des graffitis. Et par ailleurs, ces technologies d'information rentrent dans, quand on les regarde avec du recul, et là, je fais référence un peu à ce que j'écris dans ce bouquin-là, ça fait partie de la grande course à la complexité de l'univers, qui est une course vers toujours plus d'informations. Cette course, elle se trouve partout dans l'univers, elle se concrétise sur Terre dans le vivant qui est la plus belle des technologies de l'information. Nos puces ne rivalisent pas encore en termes de force et de qualité avec ces technologies-là. Et évidemment,
cette course à la complexité, elle est, et on ne sait pas bien pourquoi, au cœur de toutes les activités humaines qui cherchent toujours à faire plus. Voilà. Et donc, la première force qui fait que ces puces se sont développées à la vitesse à laquelle elles se sont développées, c'est qu'elles sont l'héritière en réalité d'une longue lignée de technologies et que s'il y a du nouveau sous le soleil, c'est les concepts et le matériau que j'ai présenté tout à l'heure, mais la motivation est la même. Alors, évidemment, il y a eu des événements. J'ai dit l'avènement du semi-conducteur. On va détailler un petit peu ça. J'ai dit le semi-conducteur, il permet aux ingénieurs de manipuler des électrons dans les solides. Et manipuler des électrons dans les solides, ça commence par une chose très simple, la diode. La diode, c'est véritablement la roue de l'électronique. On sait qu'en mécanique, on fait de la mécanique avec des roues. D'ailleurs, la première machine à calculer, la machine de Pascal, utilisait des roues. Bon. La diode, c'est la brique de base du Lego de l'électronique. Et comment, les premières diodes, comment elles ont été réalisées? En reprenant un petit morceau de la galène, là, le matériau que je vous présentais, qu'on trouve dans la nature, puis en mettant dessus une pointe métallique. Ça fait une diode. La diode que l'on représente avec ce symbole d'une pointe et d'un trait dans tous les schémas électroniques, ça signifie que le courant passe que d'un côté et pas de l'autre. D'accord? Et avec cette petite machine, ça c'est des machines qui datent de la fin du 19e, début du 20e siècle, eh ben, on peut faire, et on a fait au début du 20e, des postes de radio, des postes à galène. Je ne sais pas si les plus anciens d'entre nous ont eu l'occasion d'en trouver chez leurs grands-parents, mais moi je l'ai eu l'occasion d'en trouver, c'était assez rigolo. C'est-à-dire qu'avec ce simple dispositif, un morceau de galène, un petit, là ça joue le rôle d'antenne et ça joue le rôle de diode ici, et puis si vous mettez là des écouteurs, vous arrivez à capter des ondes en modulation d'amplitude, et donc ça veut dire que vous avez capté, transformé des ondes qui sont ondulatoires, etc. Inutile de détailler ça, mais grâce à ce petit dispositif, transformer les ondes, récupérer de l'énergie, et c'est ce que font d'ailleurs les cellules photovoltaïques qui sont des diodes. Il y a une filiation directe. Les diodes, on les trouve absolument partout, non seulement dans les puces, on les trouve maintenant sur les toits des maisons, on les trouve dans toutes nos ampoules électriques qui sont des diodes. Le D qui est là, il veut dire diode, et quand vous allez dans un magasin et que vous dites « je veux une ampoule à diode », on ne vous comprend pas, on dit « ah, vous voulez des LED ». Les lasers sont des diodes qui émettent de la lumière. Les écrans aujourd'hui, les écrans les plus performants de télévision, ce sont des diodes. Les puces, évidemment, on va en parler. Même les batteries qui feront marcher nos voitures ou qui commencent à les faire marcher sont des diodes. Donc la diode est véritablement le composant de base de l'électronique. Il ne faut pas l'oublier, et il faut d'autant moins l'oublier que la star de l'électronique, on l'a fait démarrer souvent au transistor. On dit l'invention du transistor en 1957. Et en fait, le transistor, ça n'est rien de plus que deux diodes tête-bêche. Alors vous me direz, deux diodes comme ça fait, si on dit le courant passe que dans un sens, il ne passera pas de l'une à l'autre, et c'est vrai, sans tête-bêche, il n'y a aucun courant. Et l'astuce du transistor, c'est de rajouter une électrode qui, grâce à un champ électrique, va permettre le passage du courant ou pas. Et quand je dis grâce à un champ électrique, ça ne fait pas passer de courant électrique. C'est juste un champ électrique qui contrôle le passage d'un courant. Et donc, ça veut dire que ce dispositif-là est un amplificateur. Donc, deux diodes tête-bêche, ça fait un transistor et ça fait un amplificateur. Et à partir de là, tout va se construire. Et à partir de là, c'est à partir de 1948. Et voilà le dispositif de base qu'on trouve au musée de Washington. Là. Donc, on voit qu'il y a trois fils cette fois. Il y en a un là, il y en a un là. Et donc, il y a deux diodes. Alors, il y en a une là, puis une là. Elles sont tête-bêche comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le transistor. Derrière, si on prend un transistor et une capacité, ça nous fait une mémoire. Deux transistors, ça fait une porte logique. Et quand on sait faire une mémoire et une porte logique, on peut implémenter n'importe quel algorithme. Alors, une porte logique, évidemment, on peut en faire plusieurs, on peut en faire des quantités absolument considérables, on peut faire des portes logiques plus ou moins simples, des portes qui font la fonction et, la fonction ou, etc. Et donc, la base de ces puces, des puces numériques en tout cas, elle est là. C'est deux diodes tête-bêche, on assemble ça avec une capacité, ça fait une mémoire. Pour faire des calculs, on sait qu'il faut une mémoire.
pour faire un algorithme, pour implémenter un algorithme, il faut une mémoire, puis il faut des portes logiques, et les portes logiques, c'est 2 transistors, on peut en faire avec plus de transistors, mais à la base, 2 transistors, ça peut suffire. Donc, quand j'ai dit ça, eh ben, alors évidemment, il faut que je montre le transistor aujourd'hui, ça n'est plus ça. Évidemment, dans les puces, c'est un petit objet comme celui-là, ça c'est une vue en coupe. Et donc, on y voit les 2 diodes, tête bêche ici. Et puis ça, c'est l'électrode qui permet de contrôler le passage de courant entre ces 2 diodes. C'est-à-dire que si je ne mets pas de champ électrique, si je ne mets pas de tension là-haut, pas de champ électrique là-dessus, le courant ne passe pas, je mets un champ électrique, le courant va passer. Donc, quand on a compris ça, c'est la technologie. Le transistor MOS, c'est l'essentiel des technologies aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple. Et on a compris les fondements techniques des puces. Comment ça marche? Ça marche comme ça, hein. C'est pas compliqué du tout, mais on en met beaucoup. Et ça, on va y revenir. Alors, donc, la deuxième force qui a été derrière cette épopée des puces électroniques, eh bien, en résumé, ce sont les propriétés du silicium, propriétés physiques qui permettent de faire cet objet-là dans des dimensions extrêmement petites et qui marchent bien. Il ne faut pas oublier les propriétés mécaniques, c'est-à-dire que les plaques que j'ai montrées ici sont des plaques qui, bien qu'étant extrêmement minces, bien qu'étant monocristallines, peuvent atteindre une perfection de surface et une solidité adaptée à des véritables traitements industriels. Il ne faut pas oublier les propriétés mécaniques, propriétés chimiques également, et propriétés économiques, parce que c'est un matériau qui n'est pas cher. Et donc, on a là profité, l'épopée des puces électroniques a profité des propriétés magiques du silicium, un peu de la même manière que la vie profite des propriétés du carbone. On peut dire que le silicium, c'est le carbone de l'électronique, hein, un peu comme le fer est le matériau clé de la mécanique. Voilà. Alors, tout à l'heure, je montrais une vue en coupe d'un transistor. En fait, après, si on regarde en vue aérienne sur une des plaquettes, comme je la montrais précédemment, ben on voit des petits dessins comme ça. C'est ce qu'on appelle des circuits. Et là, on retrouve la grille du transistor, on retrouve des éléments des circuits et des choses comme ça. Dans un processus de fabrication, on peut en empiler plusieurs. Alors ça, c'est ce qu'on appelle justement la technologie planar. Je vais insister un peu sur ce mot parce qu'on va voir que c'est grâce à ce mot que l'on a pu véritablement faire de l'industrie et faire des petites dimensions. C'est un peu, les spécialistes connaissent bien ça, mais dans le grand public, on ne connaît pas ça. Le transistor, on en parle beaucoup. Mais en fait, l'invention qui a été la plus déterminante, et d'une certaine manière, la plus simple et la plus géniale, qui a conduit à l'épopée en question, ça c'est 1957, hein, c'est cette technologie planar qui est un bidouillage derrière de garage. Enfin, ce n'est pas un travail de grand labo de recherche. Pourquoi? Parce que cette technologie-là a permis l'intégration. Et quand je dis l'intégration, c'est l'intégration de toutes les fonctions de l'électronique, voire des fonctions optiques et des fonctions mécaniques, avec les systèmes micromécaniques que l'on peut réaliser sur des plaquettes comme celle-ci. On peut réaliser des diodes, des mémoires, des transistors, des capteurs, des interconnexions, des antennes, etc. Et on réalise toutes ces fonctions extrêmement variées simultanément sur le même objet, sur la même plaquette. Et là, il y a quelque chose qui est fondamentalement différent des industries précédentes. On parle beaucoup de l'industrie automobile qui a été révolutionnée par la fabrication en série. La fabrication en série, c'est je fabrique, pour faire une voiture, je fabrique des pistons là, je fabrique des bielles, je fabrique des roues, je fabrique des volants, que sais-je, des carrosseries, puis après, je vais assembler tous ces petits morceaux. La fabrication en série, je l'ai fait beaucoup, puis je vais les assembler. Là, à l'opposé, et ça c'est un concept extrêmement important qui explique les progrès extraordinaires de ces puces à très bas coût, c'est une fabrication en parallèle, c'est une fabrication collective sur une même plaquette, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Alors, tous les professionnels de la microélectronique qui sont à Lannion, ça très bien, mais je le dis pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec la microélectronique, parce que là, il y a un concept fort, c'est un concept de fabrication en parallèle. En fait, on le connaissait avant, ce concept. L'imprimerie, c'est aussi de la fabrication en parallèle, mais on imprime page à page. C'est aussi de la fabrication en parallèle où on imprime beaucoup d'informations à la fois. Là,
on fait des objets qui ont des fonctions qui sont actifs et on le fait en parallèle. Et donc ça, c'est la clé des bas coûts, c'est la clé des grands volumes et c'est la clé de l'invasion de l'ensemble des activités humaines, on va le dire, on va le voir dans le reste de l'exposé, de l'ensemble des activités humaines par ces puces électroniques. C'est une véritable invasion de puces parce que ces puces peuvent être réalisées collectivement sur ces plaquettes. Alors, sur les plaquettes comme ça, il faut voir qu'on est capable de faire des milliers de puces simultanément, chaque puce comprenant, intégrant un nombre allant aujourd'hui, on donnera les chiffres détaillés après, sur des milliards de composants. On fait des centaines de milliards, ou probablement des terabits sur une plaque simultanément, et donc à très faible coût. Donc là, j'en étais à la troisième force, fabrication en parallèle. On a dit la grande lignée des technologies de l'information, on a dit cette introduction du silicium d'un semi-conducteur et un procédé de fabrication en parallèle très bas coût. La quatrième force, c'est que ces objets que l'on pouvait fabriquer en bas coût, etc., il fallait évidemment qu'ils puissent être utilisés. D'abord, il fallait même être capable de les concevoir. Et ça ne pouvait pas se faire sans le mariage de la technologie et de l'informatique. Et donc, il y a eu en France à une époque un grand débat entre est-ce qu'il faut faire du hard ou est-ce qu'il faut faire du soft, quel est le plus important des deux, qui tire le progrès, etc. C'est un débat du type la tête ou les jambes pour les sportifs, ou c'est le même débat que la dualité matière-esprit pour les philosophes. Hein. C'est des débats sans fin et évidemment, la réponse, elle est encore plus forte dans le domaine des puces que dans les autres domaines que je viens d'évoquer. C'est le hard et le soft sont inséparables dans la microélectronique et sans informatique, il n'y aurait évidemment pas de puces et il n'y aurait pas eu d'épopée de ces puces. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas de marché pour ces puces parce qu'on ne saurait pas quoi en faire. Et puis sans puces, eh ben, il n'y aurait plus d'informatique non plus. Hein. Donc aujourd'hui, les puces aujourd'hui, quand vous achetez un composant électronique, vous achetez aussi bien du hard, de la matière fabriquée, que du logiciel. Les deux sont intimement liés. Et le prix d'une puce, c'est la somme des deux. Donc il n'y a plus véritablement à séparer intellectuellement, dire il y a du hardware, il y a du software dans les puces, ça n'est qu'une seule et même chose. Et donc c'est la quatrième force qui a fait qui a été un des éléments de la disruption dont je parlais au début, c'est cette naissance de la micro-informatique, ce grand mariage. Alors, cinquième force, moins connue, et donc je vais m'y arrêter un peu, c'est que tout à l'heure je citais Pascal, je citais Alan Turing pour dire ben voilà, il y a eu des grands hommes qui ont amené des concepts derrière. Il y a une chose qui est oubliée, c'est Nicéphore Niepce. Alors, en plus, Nicéphore Niepce, c'est un bourguignon qui, tout le monde ne s'était pas travaillé dans le vin. On peut encore aller à Rully en Bourgogne actuellement et dans la propriété Niepce acheter du vin. Malheureusement, ils n'ont plus le droit de mettre le nom. La famille a récupéré le nom. Mais enfin, ils faisaient du très bon vin et les petites filles Niepce étaient encore exploitantes de vin. Alors, ce Nicéphore Niepce, c'est lui qui a inventé la photographie. Et la photographie, c'est la clé de la miniaturisation. Les procédés de fabrication de puces électroniques sont des procédés à base de photographie parce que il faut introduire de l'information sur le silicium et introduire l'information, on le fait, c'est le meilleur moyen, par photographie, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la microlithographie, c'est quoi? C'est un transfert d'informations par un processus photographique tel que Nicéphore Niepce l'a inventé à la fin du 19e siècle, hein, c'est-à-dire le dépôt alors on fait ça sur les plaques, le dépôt d'une résine, et puis on vient faire la photo, donc impressionner la résine, on modifie un peu ses propriétés locales, grâce à ça on fait une révélation, puis on fait une gravure, et on a gravé les circuits dans les matériaux. Donc ça c'est fondamental, et voilà, là, l'outil qui était utilisé, alors ça c'est pas par Niepce, c'est un peu plus tard, c'est les agrandisseurs photo qui permettaient
Bon, ça a été utilisé tout le XXe siècle pour faire de la photographie. Donc, c'est quoi? C'est une lampe. On met là un négatif, hein, et puis on va tirer un positif là sur cette tablette. Hein, donc, on a transféré de l'information de cet objet-là vers le papier photo qu'on mettait ici. Ça, c'était en bois, c'est de très beaux objets. Et aujourd'hui, c'est devenu évidemment quelque chose d'effroyablement plus compliqué. Mais c'est sur la base d'un objet comme celui-là, qu'on appelle aujourd'hui un photorépéteur. Bon, alors, il y a une différence, c'est que là, on l'utilisait pour agrandir les images, là, on l'utilise pour réduire les images, pour faire toujours plus petit. Là, c'était pour faire toujours plus grand, là, pour faire toujours plus petit, et ça n'est qu'un réglage d'optique, ça. Hein. Il suffit de bien calculer son optique pour aller dans un sens ou dans l'autre. Et c'est la photographie et les progrès de la photographie qui ont permis ce qu'on appelle la loi de Moore. Alors, je vais expliquer ce que c'est-à-dire le doublement de l'intégration au sein des puces électroniques tous les 18 mois. Doublement des performances des puces tous les 18 mois, ce qui est évidemment quelque chose d'assez fabuleux. Alors, une loi qui est assez étonnante parce que c'est pas du tout une loi physique, c'est une loi qui a été autoréalisatrice, c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques années, les gens qui travaillaient dans ce secteur ont constaté qu'il y avait ce doublement tous les 18 mois. Alors, ils se sont dit, et ils se sont mis à croire que ça allait continuer en permanence. Et donc, ils y ont tellement cru que c'est devenu une loi autoréalisatrice, qu'on appelle une loi autoréalisatrice. Personne ne l'a jamais édictée, mais elle est autoréalisatrice parce qu'on y croit. Et c'est véritablement, c'est une foi partagée. Alors, c'est une foi partagée entre les ingénieurs, bien sûr, bon, c'est leur métier que de croire au progrès technique. Mais ce qui est plus fort, c'est que cette loi a été partagée aussi par les financiers. Parce que pour que ça marche, une machinerie comme ça, il faut qu'il y ait des ingénieurs, des chercheurs qui travaillent, qui améliorent les procédés photo, etc., qui améliorent des machines comme celle-là. Mais il faut évidemment des financiers qui mettent l'argent dans l'affaire. Ça veut dire qu'ils y croyaient aussi. Les marketeurs aussi, les gens qui prévoyaient les applications pour le marché, qui les annonçaient dans le marché, partageaient aussi cette foi. Ce qui fait qu'il y avait là trois forces conjointes partageant une foi qui a conduit au fait, et on le verra après dans les chiffres, que cette loi de Moore a vécu très très longtemps et continue de vivre d'une certaine manière. On va le voir après. Alors, pour que ça ait bien marché, cette affaire-là, il fallait que la foi soit partagée. Ça veut dire quoi? Pour qu'une foi soit partagée, il faut qu'elle s'appuie sur une sorte de catéchisme, en fait. Et c'est ce qu'on appelle les roadmaps, c'est-à-dire que la communauté des ingénieurs, des financiers, des marketeurs, finalement, se mettait d'accord et s'est toujours mis d'accord sur des feuilles de route qui disaient, dans 18 mois, il faudra qu'on en soit là. Et donc, tout le monde travaillait pour en être là et ça a fini par marcher. Donc, cette cinquième force, c'est sur la base de l'utilisation de la photographie, c'est 50 années de foi dans cette loi irrationnelle. Quelquefois, on dit la foi déplace la montagne, c'est exactement ce qui s'est passé là, sans que personne n'ait jamais édicté des commandements. C'était quelque chose qui était autoréalisateur. Ça, je trouve que c'est assez fort et je crois que c'est un peu unique dans le domaine de la recherche et du développement industriel. Surtout qu'il y a de la concurrence là derrière. Hein. Alors, donc, 50 années, ça nous a permis de faire quoi? Là, je veux donner, toujours pour un public large, visualiser ce que ça nous a permis de faire par rapport à l'évolution de la vie. Hein, je disais, la vie, c'est la plus belle des technologies de l'information. Alors, effectivement, la vie, elle a permis le cheminement de molécules, protéines, virus, bactéries, cellules, etc. Hein. Et en termes de dimension, ce cheminement, au fur et à mesure de l'auto-organisation de la vie, c'est 1 nanomètre, 10 nanomètres, 5 nanomètres, 10 microns, etc. La loi de Moore, elle a été édictée quand on était à peu près à 10 microns. Hein, on s'est aperçu qu'il y avait ce doublement tous les 18 mois. Elle a permis, en 50 années, de faire d'une certaine manière le cheminement inverse, c'est-à-dire de faire des objets, le transistor qu'on a vu tout à l'heure, de l'amener à une dimension qui est aujourd'hui dans le domaine des nanomètres, c'est-à-dire des milliardièmes de mètres. En 50 ans, c'est relativement peu de choses. Ça s'est fait
ce montage technologique, il a pris des milliards d'années, centaines de millions, milliards, qui sait. Et là, en 50 ans, alors c'est pas du même ordre, ça c'est beaucoup plus performant, mais malgré tout, il est intéressant de noter que les dimensions de ces objets faits de main d'homme, ben on fait ce parcours-là et qu'on est arrivé dans un champ ici où on dit, eh bien, grâce à cela, il y a une convergence qu'on appelle la grande convergence NBIC, c'est-à-dire la convergence des nanostructures. Et là, on voit bien que notre microélectronique, elle est rentrée dans l'ère du nanomètre. Donc, c'est une nanotechnologie, c'est la première des nanotechnologies, c'est-à-dire des technologies qui traitent avec le milliardième de mètre. C'est la première. Elle peut converger avec les biotechnologies parce que on sait que pour faire interagir des objets dans la nature, il faut qu'ils aient à peu près les mêmes dimensions. C'est là qu'il y a des interactions fortes. Si les dimensions sont complètement différentes, il n'y a pas d'interaction forte. Donc, lorsqu'ils peuvent interagir, ils peuvent coopérer, ils peuvent se co-construire. Et ça donne de grands espoirs pour l'avenir. Bon, il y a beaucoup de personnes qui pensent que de cette convergence, nano-bio, je vais utiliser les détails un peu la suite, ça va être une nouvelle rupture dans l'aventure technologique humaine, disons ça comme ça. Donc, je dirais que ça, je vais simplement expliquer pourquoi on dit nano, bio, informatique et sciences cognitives. C'est que quand je suis là, nano et bio, je parle de l'aspect hardware, mais cet aspect-là, je l'ai dit pour les puces, mais ça serait vrai, ça sera encore plus vrai si cette grande convergence arrive à trouver des applications et des débouchés. Il y aura besoin d'informatique et des sciences, et même au-delà des sciences cognitives, c'est-à-dire pour faire interagir ces objets, ces développements avec le cerveau humain et qu'il y ait une sorte de coopération entre des objets nano-bio à découvrir et puis les sciences cognitives, c'est-à-dire le cerveau humain. Donc, ça, c'est une ouverture sur le futur. J'en parlerai pas parce que c'est pas l'objet de la conférence, mais c'est pour dire on vient de loin, 5000 ans, on va pas s'arrêter là, et il y a des idées de nouvelles ruptures possibles dans ce mécanisme disruptif. On pourra en parler dans le débat. Alors, je reviens sur les ruptures. J'ai parlé de la rupture technique, mais je voudrais dire, avant d'entrer dans les chiffres, que ces ruptures techniques ont trouvé leur source et se sont alimentées d'une rupture culturelle forte des années 60-70. Grosso modo. C'est là où on a inventé la technologie planaire et les circuits intégrés. C'est là où a débuté véritablement l'aventure des puces. Et donc, ces puces qui révolutionnent notre monde aujourd'hui sont finalement le fruit d'une révolution culturelle, d'une révolution humaine. Et l'interaction entre technique et intelligence humaine, que l'on résume par culture, elle se voit très très bien là. Et elle explique une chose que l'on verra encore après au niveau du géopolitique. Pourquoi? Parce que la rupture culturelle dont je parle là, c'est la rupture que l'on a appelée la contre-culture libertaire, qui est partie de la Silicon Valley. Elle ne s'est pas limitée à la Silicon Valley, mais elle a largement été forte dans la Silicon Valley. Alors, cette culture libertaire, c'est véritablement un dépassement de code, dépassement des frontières. Et il y a eu là des gens, alors on a dit, c'est aussi l'innovation dans les garages, il y a des choses comme ça. Il y a eu un foisonnement qui est un foisonnement culturel à la base, dépassant un certain nombre de codes, notamment des codes où la grosse industrie et l'industrie, notamment en vue des applications militaires, devaient guider les développements technologiques. Pendant très longtemps, j'ai connu ça dans les années 80, en France, on disait encore, il y a eu une grande bataille en France, où on disait, c'est une bataille entre le ministère des Armées et le ministère de l'Industrie, les télécoms ont été très impliqués dans cette bagarre-là, on pourrait y revenir. On disait, il faut faire de la recherche pour les militaires, il faut développer des produits électroniques pour les militaires, et puis le grand public en profitera. Et en fait,
cette contre-culture, ben, c'était dire non, non, ce verrou-là, faisons-le sauter, travaillons d'abord pour le grand public et amusons-nous d'une certaine manière. Hein. C'est le germe, c'est la culture Apple, c'est la culture qu'on trouve encore aujourd'hui chez Google et des gens comme ça. Hein. C'est on fait des choses pour des applications, pour le public, pour que ce soit utilisé immédiatement et on n'est pas orienté par les grosses structures lourdes comme pouvait l'être IBM à l'époque des affaires dans le domaine de l'informatique et de la microélectronique. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve aussi une culture qui est pas une culture où on fait la course à l'audience, hein, c'est ce qu'on trouve dans les réseaux, on fait la course à l'audience par l'image et on ne s'arrête pas à des mécanismes lourds de développement. On fait confiance finalement au grand public. Hein. Et donc, cette révolution culturelle, il y a eu des études sociologiques qui sont sorties là-dessus, hein, très intéressantes, qui montrent comment il y a une synergie entre le développement technique et le développement et le changement culturel. Hein. Et donc, ce qui est amusant, c'est que ces puces qui révolutionnent notre monde aujourd'hui sont le fruit d'une révolution culturelle qu'elles ont elles-mêmes amplifiée. Hein. Ça a été, par exemple, les radios libres, c'est toujours l'Internet, c'est les mobiles, c'est les médias alternatifs, etc. Toute chose qui n'aurait pas été possible sans les puces. Et donc, on voit que les puces naissent d'une rupture culturelle et l'amplifient, et les deux choses sont en synergie. Hein. Ce sont aujourd'hui, on retrouve ces éléments de cette culture dans les logiciels libres. C'est quand même assez extraordinaire qu'on trouve aujourd'hui un très grand nombre de logiciels qui sont libres, qui sont gratuits, et qui ont des performances extraordinaires. On trouve aussi de la musique, etc. Donc, le phénomène disruptif dont je parlais au début n'est pas un phénomène que technique, c'est un phénomène également économique et culturel. Et les deux ont été toujours reliés. Voilà. Alors, ce phénomène de disruption, évidemment, c'est un phénomène de foisonnement qui aurait pu conduire à un effroyable chaos. Et alors, ce chaos n'a pas eu lieu. Et donc, ce foisonnement a su éviter ce que j'appelle le syndrome de Babel, c'est-à-dire où les gens ne coopèrent pas. Et ça, c'est un phénomène d'auto-organisation merveilleux. C'est dans le domaine des composants, moi, je suis toujours émerveillé par les performances de la photographie. On pourra peut-être en reparler quand on verra des chiffres. C'est absolument extraordinaire, c'était inattendu, on n'y croyait pas. Chaque fois, on dit ça va s'arrêter. Et puis, ce phénomène-là d'auto-organisation mondiale. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine de l'informatique, eh bien, les langages informatiques qui se sont développés sont des langages universels, ce sont mondiaux. On parle pas en informatique, on parle pas chinois, anglais, etc. On parle Pascal et autres, mais donc ce sont des phénomènes d'auto-organisation au plan mondial. C'est vrai pour les langages informatiques, c'est vrai pour le partage des tâches avec une structuration, ce qu'on appelle horizontale de l'industrie, où les tâches se sont absolument spécialisées, sans que ce soit défini par des leaders qui l'imposent. Il y a eu un peu IBM qui a imposé la norme PC, mais il y a eu d'autres normes. Et donc, il y a eu des normalisations de fait. De même que, je l'indiquais, il y a eu ces roadmaps consensuels qui ont évité que le développement soit totalement chaotique. Alors, pour autant, ce phénomène d'auto-organisation, il n'est pas parfait. Il a eu ses moments de folie. Hein, il y a eu la bulle Internet qui était un de ces moments de folie parce que, et c'est comme ça qu'on a expliqué la bulle Internet, il y a eu à un moment un désaccord assez profond entre les marketeurs qui voyaient arriver, par exemple, la technologie 3G pour les mobiles et donc l'Internet mobile très très vite, alors que les techniciens, eux, et je me souviens qu'il y avait de nombreux ingénieurs au CNET qui se battaient sur cette idée-là, hein, avec les marketeurs français et les corps, mais non, c'est pas prêt, on n'est pas capable encore d'implémenter les puces qui vont faire la technologie 3G, et ça sera prêt certainement un jour, dans 3-4 ans, mais pas tout de suite. Et donc, il y a eu un emballement qui a conduit à une catastrophe capitalistique parce que il y a des tas d'industriels qui ont investi fortement sur la base de ce que disaient les marketeurs
et qui n'ont pas voulu croire les techniciens. Donc, bon, alors, la bulle Internet, pour donner un élément un peu personnel, d'expérience personnelle, moi, je venais de rentrer chez J'aime Plus à l'époque, et alors c'était rigolo parce que J'aime Plus était en train de dire, nous, on va faire les cartes SIM pour le 3G, il faut réserver des puces en quantité considérable parce qu'il n'y en a pas assez, ça va exploser. Donc, on était capable de réserver des puces à des prix absolument impossibles. Moi, quand je suis arrivé chez J'aime Plus, excusez-moi de parler de souvenirs personnels, mais ça donne du concret, je sortais du CNET, donc j'avais été en contact avec des ingénieurs qui disaient, mais non, c'est pas prêt. Et donc, quand j'essayais de dire, mais il faut pas réserver des quantités pareilles parce que ça sera pas prêt en 99 ou en 2000, mais il faudra attendre encore 2 ans, etc. Donc, c'est pas la peine de s'emballer. On n'était pas cru. On disait, oh là là, c'est les techniciens, ils voient toujours les difficultés et ils ne voient pas. Et en fait, la bulle Internet, il y avait une partie de folie, de désaccord en réalité de cette communauté entre les marketeurs et les ingénieurs. Alors, il n'y a certainement pas que cette raison, mais ça, c'en était une. Bon, et donc, je reviens sur les forces. Donc, la sixième force, et je m'arrêterai là, derrière ce déploiement, c'est ce qu'on a appelé l'épopée des puces électroniques, c'est cette synergie auto-organisée de la technique et de l'organisationnel. Voilà. Alors, là, je pense avoir présenté les fondements, essayer de faire comprendre d'où ça vient et quelles sont les forces qui ont été là derrière. Puis maintenant, dans une deuxième partie, je vais donner quelques chiffres, hein, et puis on viendra un peu de géopolitique, en fait, des puces électroniques, géopolitique actuelle. Alors, des chiffres et des puces. On pourrait résumer ça, c'est tellement simple, c'est tellement monotone qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est 50 années de courbes exponentielles. Et en échelle logarithmique, des courbes exponentielles, chacun sait que ce sont des droites. Et donc, toutes les courbes qu'on peut présenter, en échelle logarithmique, on retrouve des droites. Alors là, vous voyez, 1970, j'ai situé là le début on le fait généralement, le début de la microélectronique au sens des puces électroniques jusqu'en 2020. Il y a bien quelques petits accros là, mais c'est une droite. Et évidemment, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les échelles logarithmiques, les échelles logarithmiques, on ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5, on dit 1, 10, 100 000, 10 000, hein, on compte carrément par décades. Et donc là, on est sur des progrès qui sont environ, si on les résume, hein, une décade d'amélioration. Alors là, je parle de la dimension en nanomètres. Et la dimension en nanomètres, grosso modo, c'est celle des transistors que je présentais au début. C'est d'autres choses aussi, mais c'est celle des transistors que je présentais au début. Vous vous souvenez, où il y avait les deux diodes tête bêche, là, les deux petites choses rouges, là, et puis la grille au-dessus, c'est les nanomètres. Donc, on part de 10 microns, 1 micron, 100 nanomètres, 10 nanomètres, et puis on approche du nanomètre ici. Je rappelle que, là on est en 2020, le nanomètre, c'est la taille on arrive dans la taille des atomes, grosso modo. Hein. On se rapproche des dimensions atomiques. Hein. C'est plutôt 0,1 nanomètre, hein. Un angstrom, autrefois on parlait. Mais enfin, on est dans quelque chose qui se rapproche des dimensions atomiques. Alors évidemment, ça pose la question de où est-ce que ça va aller, cette affaire-là, hein. Pour l'instant, je le disais dans un de mes slides précédents, les technologies qui sont les plus avancées en développement, ce transparent-là est un peu vieux, ils sont à 4 nanomètres. Donc, on est quelque part par là. On est à 4 nanomètres. Hein. Pour ceux les anciens qui parlaient angstrom, moi je vais parler angstrom aussi quand j'étais à l'école. Les angstroms, c'est dixième de nanomètre. L'angstrom, c'est la taille de l'atome, en gros, de l'atome de silicium, par exemple. Alors ça, c'est la réduction des dimensions. C'est ce qui a permis, là, je disais, la photographie. Hein. Et puis, en même temps qu'on réduit les dimensions, on s'aperçoit qu'on réduit la consommation d'énergie alors, la consommation d'énergie d'une porte élémentaire. Hein. Alors évidemment, quand on rajoute des portes, après on va consommer plus. Mais la consommation d'énergie a été considérablement réduite. Et alors là, ce transparent, alors ça c'est issu d'une
j'ai ressorti ça d'une publication que j'avais fait dans la recherche en 1980, par là. Alors, en fait, là, on part de 1940 et on s'aperçoit que l'épopée des puces qui commence ici, hein, et qui est sur cette courbe-là, eh ben, elle suit, en fait, l'épopée qui a commencé alors là, en 1940 de l'électronique, qui était déjà sur une courbe du même ordre avec les tubes électroniques et des choses comme ça. C'est assez amusant. Et donc là, on voit que de 1940 à... Alors là, évidemment, mon SAI, il est vieux. Hein, donc j'avais des points qui allaient jusque dans les années 90, hein, mais je n'ai pas les points actuels. Je pense qu'ils sont encore sur la courbe. Là, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décades. On a 9 décades en 60 ans, en 50 ans si je viens jusque-là, 9 décades de réduction de l'énergie consommée pour traiter un bit d'information. 9 décades. Sans cela, on ne pourrait pas traiter des milliards de bits, on l'imagine bien. Puisque pour traiter des milliards de bits, ben évidemment, si la consommation d'énergie est trop forte, et là je parle de consommation qui sont en femtojoules, hein, oui, c'est bien ça en femtojoules, donc cette consommation, cette réduction de la consommation d'énergie, qui est apportée par la réduction des dimensions, était une chance inouïe, parce que ça a permis d'intégrer des grandes quantités de composants et des grandes quantités de portes logiques. On ne pourrait pas le faire sans cela. D'ailleurs, il serait amusant là j'ai dit 1940, de remonter à la consommation d'énergie qu'il fallait pour fabriquer cet objet-là il y a 5000 ans et voir si on est encore sur la courbe. Bon, c'est une autre question. Donc, réduction de la consommation d'énergie, et alors ça nous ramène à la discussion sur les limites, et j'ai remis ce transparent volontairement parce que à l'époque où on l'avait fait, donc on était là en 1980, puis en 80-90, on disait la limite, ça sera 5, pour représenter un bit d'information dans une puce, 5 électrons sous 1 volt. Voilà, on disait on ne va pas pouvoir faire moins de 5 électrons, de 5, parce que statistiquement, il va y avoir trop de fluctuations si je descends au-dessous de 5. Hein, et donc, on disait, ben, là, ça va poser problème. Puis finalement, vous voyez que là, c'est 2000, on est passé au-delà. Et alors après, on s'est dit, la limite, ça va être KT, c'est-à-dire l'agitation thermique. Parce que si on est dans le domaine de l'agitation thermique, eh bien, on va avoir un bruit de fond tel que les puces vont dire n'importe quoi, ça va être du bruit de fond. Bon, donc là, on est encore dans les questions pour là. En tout cas, cette courbe-là, elle donne une décade de progrès tous les 7 années et demie à peu près. Donc, encore plus rapide que là où j'avais une décade de réduction des dimensions tous les 15 ans. Là, c'est tous les... Alors, une belle droite, c'est tous les 7 ans et demi. Après, loi de Moore. Les nombres de transistors sur les microprocesseurs, alors là, on est de 1970, donc vraiment des débuts des puces, jusqu'à 2020. On a les dernières puces de AMD, de Apple, etc. ici. Là, toujours en échelle logarithmique. Vous voyez comme toujours une belle droite ici. Donc, j'ai une décade, 2 décades, 3 décades, 4 décades, 5 décades, 6 décades, 7 décades, jusque-là. Hein, 7 décades jusque-là. 7 décades en 50 ans. Ça fait une décade de progrès tous les 7 ans. En nombre de transistors sur un microchip, c'est-à-dire sur un microprocesseur. Une décade multipliée par 10 tous les 7 ans. Et ça, c'est conforme à la loi de Moore dans cette région-là. On voit quand même que depuis 2008, eh ben, la courbe s'est un peu infléchie et que la loi de Moore qui était doublement tous les 18 mois, maintenant, c'est plutôt tous les 2 ans. La moyenne, on voit qu'elle s'est un peu infléchie, ce qui est quand même le signe qu'il va bien falloir s'arrêter de courir comme ça les logarithmes d'une manière indéfinie. Donc là, on est à 100 000 transistors, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, et là, on est à 50 milliards de transistors par puce. Hein. Donc, quelque chose qui était inimaginable quand on était par là. Hein.
même en l'an 2000, on n'aurait jamais imaginé, quand on était en train de passer les 10 millions de transistors ou les 100 millions, qu'on allait aboutir là. Et donc, on continue de croire que ça va monter. Il y a quand même beaucoup plus de dispersion entre les points. Hein. Bon, AMD, là, on voit. Et puis, l'autre facteur que je n'ai pas mis sur cette courbe, c'est, par contre, sur ce qui concerne la fréquence d'horloge des microprocesseurs, là, on voit une très nette saturation. On est toujours dans le gigahertz, et on est en gigahertz depuis quelque temps, et on a une petite croissance, mais les fréquences de fonctionnement des microprocesseurs, on est passé du gigahertz à quelques gigahertz, mais on n'est pas en train d'arriver au térahertz, comme ça devrait être le cas si on travaillait toujours sur des courbes logarithmiques là. Hein. Et ça provient qu'il faut quand même que les signaux se propagent, et la vitesse de la lumière, il y en a qui nous ont dit qu'elle était imbattable. À une époque, il y avait un dogme, à l'époque où les physiciens disaient il y a des limites physiques, les technologues disaient il n'y a pas de limite physique que la technologie ne puisse dépasser. Bon, mais enfin, la vitesse de la lumière, ça va quand même être dur. Bon, je reviens donc sur mes exponentielles. Donc, j'ai présenté la miniaturisation, la relation avec l'énergie, le nombre de composants. Et évidemment, tout ça n'a pas de sens s'il n'y a pas un marché capable d'utiliser ces performances. Hein. Alors voilà, la courbe de marché, ça c'est une courbe qui est qu'entre 1987 et donc 2019. Hein. Et là, l'échelle là est linéaire, mais vous voyez que c'est bien encore une exponentielle. Hein. Simplement, elle n'est pas tracée en échelle logarithmique. Et vous voyez que là, j'ai les ventes en milliards de dollars et on arrive à 500 milliards de dollars, grosso modo, par an. Donc, le marché des composants continue de monter correctement, à cela près que, vous voyez, il y a des instabilités. Ces instabilités, ce qu'on appelle les instabilités de Moore, c'est-à-dire que ce progrès technique assez faramineux, il est quand même, on dit que c'est une industrie qui est en crise de jeunesse permanente, en crise d'adolescence permanente. Donc, si on regarde le détail, là j'ai un détail sur 90-2000, on voit qu'il y a, alors par exemple 90 jusqu'à 96-95, ça a été très bien là. En bleu, vous avez la variation des ventes de semi-conducteurs, ça monte bien. En rouge, le prix moyen du semi-conducteur, c'est bien, ça monte bien, ça veut dire qu'on vend des plus de plus en plus chères parce qu'elles sont de plus en plus performantes quand même, et le marché total augmente, tout se passe bien. Simplement, il y a de temps en temps des ruptures, là c'est en pourcentage, hein. Donc on a des croissances qui vont jusqu'à 40%. Hein. Et puis, c'est capable, c'est tout en pourcentage, vous voyez, par exemple 94, il y a eu 40% de progrès hein, dans le marché, c'est considérable, les prix ont augmenté de 20%. Par contre, c'est suivi de catastrophes pas possibles, où brutalement, le marché se retourne, et là, on a une diminution des ventes de 10% dans l'année. Là, on explique ça en disant qu'on est passé à des plaques de 200 mm, c'est-à-dire ces plaques de cette dimension de plaque-là, avant, elles étaient plus petites. Hein. Et puis, il y a eu une autre catastrophe qui s'est produite en 2000, c'est la bulle Internet, donc où il y avait quelque chose qui marchait très très bien, croissance de plus 30% et plus 20% sur les prix, puis brutalement, retournement, moins 30% l'année suivante. Donc, catastrophe pour un grand nombre d'industriels qui ont investi fortement en disant ben, l'année prochaine, ça va être 40%, donc il faut qu'on investisse. Et je connais plus d'un industriel qui a été mis en faillite par une chose comme ça. Hein. Donc, une véritable catastrophe pour beaucoup d'industriels. Bon, il semble qu'actuellement, il y ait potentiellement un phénomène comme ça, donc en 2021, possible. C'est-à-dire qu'il y a une très très forte croissance associée au Covid, associée donc aux ventes d'informatique pour le télétravail. Et il y a une surchauffe qui fait craindre certains qu'il pourrait y avoir un retournement, parce que généralement, quand on voit des surchauffes, on voit des retournements derrière. Voilà. Alors, pour résumer, ce que j'appellerais la machine de Moore, celle qui fonctionne depuis donc 50 ans. Cette machine de Moore, c'est une machine à 4 temps, avec miniaturisation, j'ai fait progresser la photo plus 15% par an, ça fait augmenter les performances grosso modo de 50%, le marché suit à plus 15%, ce qui permettra d'injecter 15%
du chiffre d'affaires global des composants électroniques dans la R&D, grâce à laquelle on va faire de la miniaturisation, puis ça va tourner. Et tant que ça tourne, cette courbe-là va bien. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ces dépenses qui sont du consommable, il faut des investissements. Et les investissements, c'est également du plus 15% par an. Ce n'est pas négligeable. Et dans ces 15%, le coût des lignes de fabrication, lui, il croît encore plus vite, c'est plus 30% par an. Le coût des lignes de fabrication. Et ça, je le dis parce que ça va expliquer quelque chose qui est très important et qu'on va voir quand on parlera un peu de géopolitique. Alors, pour comprendre l'ensemble de la machine, donc ça concerne uniquement, là, excusez-moi, je montre sur mon écran, mais ça, c'est pas bon. Ça concerne uniquement la production des plaquettes. Mais évidemment, la production des plaquettes, ici, elle, derrière, elle alimente une chaîne de valeur. Alors voilà comment on voyait la chaîne de valeur contrôlée par les puces électroniques il y a 20 ans. On disait, un wafer, c'est 1 000 $ ou 1 000 €, bon, peu importe, ça génère 3 000 € de composants, de puces, qui va générer 18 000 € d'équipement et environ 100 000 € de services. Donc, ici, les composants, ils doivent réinjecter, c'est les 15% que je disais tout à l'heure, ils doivent réinjecter pas loin de 1 000 € pour les investissements wafer, les investissements production de plaques. Ça veut dire que la production des puces elle-même ne génère pas de cash flow. Cette partie-là ne génère pas de cash flow. Par contre, cette partie-là contrôle une chaîne de valeur importante. Donc, cette partie-là conditionne cette chaîne de valeur. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que ça veut dire que les plaquettes de silicium usinées deviennent une sorte de matière première pour une chaîne de valeur qui est celle-ci. Et ça explique, ça permet de comprendre après la répartition géographique de la production des plaquettes. Alors, ça, c'était il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, on considérait que les plaquettes, elles servaient principalement dans les services informatiques et télécoms. C'était les grands utilisateurs, grand public en tout cas. Aujourd'hui, c'est complètement différent parce qu'on a à peu près les mêmes chiffres pour les wafers, même s'ils sont plus performants, même s'ils sont plus grands, c'est toujours de l'ordre de 1 000 $ un wafer. On en produit 200 millions par an. 200 millions par an, pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait à peu près 10 cm² de silicium, et là je ne parle pas du photovoltaïque, 10 cm² de puces par personne sur la Terre, et là c'est tous les humains de la Terre, et par an. Donc c'est une consommation assez considérable de silicium dans les différents objets. Bon, 1000, toujours à peu près le facteur 3 avec le prix de vente des composants, mais aujourd'hui, les chaînes de valeur qui sont contrôlées par ces wafers sont multiples. Et il y a de tout. Il y a évidemment toujours l'informatique visible, l'informatique grand public. Il y a évidemment les grands serveurs informatiques qui servent pour les clouds et qui servent pour l'ensemble des services déportés, l'aviation, etc. Et il y a l'automobile. Alors l'automobile, je m'arrête 2 secondes là-dessus, ça a été illustré par une actualité récente qui, ça a été médiatisé un peu partout, les grands fabricants d'automobiles ont été obligés de s'arrêter parce qu'il y avait pénurie de wafers à Taïwan, à Taïwan essentiellement. Donc, on était obligé de s'arrêter. La production a été arrêtée parce qu'il y avait pénurie de wafers. C'est pour montrer que des secteurs qui sont considérés traditionnellement comme des secteurs de mécanique et qu'on n'intégrait pas dans les services ici, dans la chaîne de valeur des wafers, aujourd'hui doivent être intégrés dans la chaîne de valeur des wafers parce que s'il y a pénurie là, eh bien, il y a également blocage de secteurs industriels aussi importants que celui-là. Et puis alors, je n'ai pas tout mis, mais il y en a pratiquement aujourd'hui, toutes les activités humaines sont impactées et tous les services aux personnes sont impactés par ces productions de wafers. Et bon, alors là, difficile de donner un chiffre parce que justement, c'est une chaîne de valeur qui est complètement explosée, comme c'est toutes les activités humaines, mais il y a quand même une conclusion qu'il faut retenir, c'est que les puces contrôlent une part importante du PIB mondial. Le PIB mondial, c'est 90 000 milliards de dollars.
dire, bon, on dit qu'il y a peut-être 50% qui est impacté, mais là, je ne voudrais pas écrire un chiffre parce que ça serait hasardeux. Donc ça, c'est important, et c'est important pour comprendre, ça va nous amener à la fin, oui, je suis à peu près à 1 heure, la géopolitique des puces. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui sur la géopolitique des puces? Clairement, l'innovation, les USA restent le premier de la classe. Il n'y a pas de doute, c'est l'innovation notamment à cause de l'innovation dans les services. L'innovation dans les microprocesseurs et dans les services, mais l'innovation dans les services. L'Europe, on va dire, peut mieux faire parce que, bon, elle a certainement des capacités, mais l'Europe n'est plus vraiment présente dans les grandes innovations dans ce domaine des puces. Quant à l'Asie, dont on va parler après pour la production, eh bien, elle n'a pas encore fait ses preuves en termes d'innovation. Et ça, c'est assez étonnant pour des pays comme le Japon et la Corée, la Corée du Sud, qui sont implantés depuis longtemps dans ce secteur-là, qui travaillent activement, qui mettent énormément d'argent. Par contre, on n'a pas vu sortir dans le domaine des puces de grandes innovations du Japon, par exemple. Pourtant, le Japon est dans ce business depuis très longtemps. Pas énormément. Donc là, il y a un problème. Alors, est-ce un problème culturel, hein? Je disais, derrière les puces, il y a eu une révolution culturelle. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que le fait que les USA restent le premier de la classe provient de toujours la poursuite de cette rupture culturelle et de cette culture qui est bien adaptée aux USA? Ça ne veut pas dire que ce sont les Américains, puisque dans la rupture culturelle en question, dans la Silicon Valley, il y a des gens de tout pays, de toute nation, de toute nationalité, qui travaillent et qui font de la recherche, du développement, que sais-je. Alors maintenant, ça c'est l'innovation. La production des plaquettes. Alors la production des plaquettes, là, les choses sont complètement à l'envers, hein. Là, vous avez la répartition par zone géographique. Bon, clairement, Taïwan et la Corée tiennent la tête de la classe. Taïwan et la Corée. Ça, c'est extraordinaire concernant en particulier Taïwan, qui est rentré dans ce business-là en dernier. La Corée, qui a progressé extraordinairement, au point de réduire la part japonaise, alors qu'il y a 20 ans, c'était le Japon qui était leader dans la production des plaquettes. Aujourd'hui, vous voyez, ils sont complètement dépassés. Et la Chine est en train de se mettre et fait de très gros efforts pour entrer dans la production des plaquettes. Hein, vous voyez, et il y est déjà sensiblement. Résultat, 70% de la production du silicium est en Asie. C'est considérable. C'est considérable. Et si vous vous souvenez de ce que je disais sur la chaîne de valeur, ben on voit que contrôler 70% de cette part-là de la chaîne de valeur est en Asie. Et que si vous arrêtez, s'il y a une catastrophe qui arrive dans un tout petit secteur en Asie, entre Taïwan, la Corée et le Japon, sur la map monde, c'est peu de choses, hein. Un grand tsunami là-bas peut casser l'ensemble de ces chaînes de valeur-là, hein. C'est quelque chose d'assez étonnant et de préoccupant. Alors, il reste une partie significative en Amérique du Nord, en Europe, voilà, la part de l'Europe, puis le reste du monde. Donc, la production des plaquettes de silicium et de la production des puces, c'est la production matérielle, hein, des puces, et très, très largement en Asie. Alors, il faut apporter 2 bémols à ça. Le premier, c'est que Taïwan et si je suis dans la géopolitique, hein, Taïwan et la Corée du Sud sont des pays qui sont très, très fortement liés aux États-Unis, hein, très fortement liés pour leur sécurité militaire en particulier, hein, et donc ce sont un peu des annexes. C'est pas véritablement, c'est pas sur le territoire américain, mais c'est très largement dépendant politiquement des États-Unis. C'est d'ailleurs, concernant Taïwan, une fragilité parce qu'il y a aussi le jeu entre la Chine et Taïwan qui n'est pas un jeu simple, on le sait bien, pas que pour la raison évidemment qui est là, mais imaginez qu'il y ait une catastrophe entre la Chine et Taïwan, voyez un peu les conséquences, ou entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, les conséquences sur l'ensemble de la chaîne de valeur des puces électroniques qui conditionne évidemment beaucoup de nos activités. Le Japon est également proche des États-Unis, donc vous voyez que si 70% est en Asie au plan géographique,
politiquement, cette partie-là reste très largement sous contrôle américain, grosso modo. Il n'y a pas qu'américain parce qu'il y a des Européens qui ont de forts investissements aussi là-bas. Bon, donc la Chine, manifestement, fait de gros efforts pour changer cela, parce que tout ça, c'est encore sous contrôle américain. Alors, dernier point, la vente des puces. Alors, les 500 milliards de dollars, la vente des puces, Intel, les USA restent largement en tête, avec des puces fabriquées en Asie, bien sûr, mais la vente avec des plaquettes fabriquées en Asie, mais la vente du composant avec le logiciel qui vont dedans, etc. Bon, Intel, 70 milliards de dollars, c'est le premier. L'Europe, ST et Infineon restent présents, mais on parle plutôt ils sont, selon les années, autour de la 10e place aujourd'hui, entre la 5e et la 10e. Alors, pour ce qui concerne la vente des puces, donc, le dernier point, c'est comme on parle beaucoup de la Chine, je vais y rester un peu. Donc, on voit que la Chine fait des efforts, il a fait des investissements considérables pour les lignes de fabrication, mais la Chine commence par exemple à fabriquer des microprocesseurs, mais quand on regarde dans le détail des microprocesseurs performants, ces microprocesseurs sont encore dépendants de licences pour la propriété intellectuelle chez ARM ou chez d'autres. Donc, elle est encore dépendante. Donc, on voit que dans le domaine des puces, la Chine monte, mais elle est loin d'avoir des positions aussi fortes qu'elle peut avoir dans d'autres secteurs industriels. On a vu par exemple dans la santé, des choses comme ça. Dans le domaine de l'électronique, c'est pas vrai. Alors quand on dit pas vrai, pas encore vrai peut-être, parce que il faut noter bien sûr que, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans un de mes transparents, l'investissement sur les lignes de fabrication croît plus vite que le chiffre d'affaires des puces. Et donc, il faut être capable d'investir beaucoup. On sait que les Chinois sont capables d'investir beaucoup, ils ont beaucoup de cash. Taïwan a beaucoup investi, c'est le gouvernement qui a investi. La Corée du Sud, c'est Samsung, qui est un bon modèle économique. Les Chinois peuvent évidemment, en créant de nouvelles lignes de fabrication, augmenter leur part d'une manière considérable. Donc, parce qu'on est en face d'une industrie qui est une industrie capitalistique. Souvent, on dit on fabrique en Asie, on fabrique en Chine parce que la main-d'œuvre est moins chère, en disant l'usine du monde, mais c'est plus vrai du tout, dans ce domaine-là en particulier, parce que là, on a affaire, l'industrie des puces est une industrie capitalistique avant tout, et une industrie de main-d'œuvre de haut niveau, c'est-à-dire une industrie d'ingénieurs, ce n'est pas une industrie de petites mains. C'est une industrie d'ingénieurs de très haut niveau. Alors, il y a un coût important aussi, parce qu'il faut des techniciens de haut niveau, il faut des ingénieurs de haut niveau. On les paye moins cher en Corée et à Taïwan qu'en Europe, mais ce n'est plus des petites mains, ce n'est plus des manœuvres. Voilà, j'arrive au bout. Donc, je vais reprendre du recul et je ressors là de vieilles prévisions sur la théorie des cycles économiques. Alors, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est la théorie des cycles économiques sera-t-elle invalidée pour les technologies de l'information? Qu'est-ce que c'est la théorie des cycles économiques? C'est une théorie de Kondrateyev 1926, qui avait repéré que après l'invention de la machine à vapeur, il y avait eu un grand progrès, puis un trou, 1830, le train, un trou, 1870, l'électricité et la chimie, un trou, 1930. Vous voyez qu'on a une périodicité de 40 ans. Le pétrole et l'automobile, un trou dans les années 70. Et donc, sur cette base-là, eh bien, on se disait, et ça c'est un transparent qui est assez ancien, qui date des années 2000 probablement, on se posait la question à l'époque, si les technologies de l'information, si les technologies donc du silicium n'allaient pas conduire à un trou qui aurait dû être autour de 2010. Si on respecte cette périodicité-là, les cycles dits cycles de Kondrateyev. Bon, il semble aujourd'hui, on est en 2020, on n'a pas vu ce trou. Les courbes m'ont montré qu'on n'avait pas ce trou. Et on ne le voit pas pour tout de suite. Donc, peut-être que le fait que ces technologies de l'information aient envahi finalement tous les secteurs, comme je le disais, avec cette multiplicité de chaînes de valeur, fait que cette théorie va être invalidée pour les technologies de l'information, ce qui est souhaitable, sinon on serait déjà dans une crise absolument rédhibitoire. On n'y est pas. Bon, que se passera-t-il? Et donc, quel futur pour cette épopée?
La machine de Moore, jusqu'à quand va-t-elle tourner? Alors, ça pose un certain nombre de questions. Il y a les questions d'ordre technique, mais là, vous trouverez toujours des techniciens pour vous dire « Ah oui, mais alors on l'entend, la réponse aujourd'hui, c'est les puces quantiques, quoi. » On dit vers les puces quantiques, mais là, moi, je suis un esprit sceptique parce que, bon, vieux dans le métier, ben, j'ai entendu dire que quand je suis rentré dans le silicium, je me disais, t'es fou, tu vas travailler sur le silicium, il va être remplacé dans quelques années par d'autres semi-conducteurs. Puis après, on a dit, ça n'a pas été le cas. Après, on a dit les jonctions Josephson, qui étaient des jonctions un peu comme les puces quantiques qui travaillaient à basse température, on les a oubliées. On a entendu dire, ah oui, mais il va y avoir l'ordinateur optique qui va remplacer l'ordinateur électronique. Bon, l'ordinateur optique, on n'en parle plus. Il y a même eu l'ordinateur à ADN, l'ordinateur bio. Bon, on n'en parle plus non plus. Actuellement, on parle de puces quantiques. Alors peut-être, mais bon, peut-être. C'est en tout cas une question sur cette machine de Moore. Qu'est-ce qui peut... Elle va quand même buter sans un changement de concept. Quand on ne sait pas vraiment, mais elle va quand même buter forcément. Les exponentielles, ça ne peut pas monter indéfiniment. Hein. Alors, il y a des questions financières et géopolitiques, je les ai un peu abordées, parce que compte tenu des investissements, qui va vouloir suivre dans cette espèce de poker, hein, il faut monter en permanence pour rester présent autour de la table, il faut monter la mise. Alors, les Chinois rentrent autour de la table, les Européens n'ont plus vraiment les moyens d'investissement pour rester autour de la table, donc il y a quand même des questions financières là-dessus. Et puis, il y a les questions humaines. Ce sera peut-être les plus importantes, puisque j'ai même indiqué que finalement, ces puces sont dans la lignée des technologies de l'information créées par l'homme depuis très longtemps. Pour que ça marche, ça, ben, il faut une foi dans le progrès. Et si la foi dans le progrès technique, c'est la loi de Moore, hein, une foi dans le progrès technique, si cette foi dans le progrès technique arrive à buter un peu, à disparaître, ce qui est quand même le cas dans une grande partie de la population, en tout cas dans les pays européens, probablement pas en Californie, où on voit la transhumanisme, on voit des choses comme ça, je ne sais pas au niveau de l'Asie, mais en tout cas, ça peut poser question. Hein. Alors voilà, je termine là-dessus. Ça, c'était comment le journal The Economist voyait le futur. Non, ça c'était il y a quelques années, mais en tout cas, alors oui, c'était un futur qui n'était pas très optimiste finalement, parce que l'humain se dégradait un peu à cause des puces, hein, finalement, mais bon, ça c'est un destin humoristique, mais il n'en reste pas moins que il y a réellement, on est en train, indépendamment des questions que je disais là, d'entrer dans une véritable compétition neurone-puce. Hein. Il y a une compétition entre les neurones et les puces, il y a de la coopération. Ça, c'est un défi un peu pour l'humanisme. Hein. Ce sont des choses qui sont discutées dans le cadre notamment du transhumanisme, du posthumanisme, des choses comme ça, qui peuvent conduire, selon les réponses qu'on y apporte, à un arrêt, un ralentissement de ce progrès technique, ou au contraire, à une nouvelle rupture qu'il ne faut évidemment jamais éliminer. Hein. Ça peut parfaitement arriver et c'est probablement même souhaitable. Voilà, je vous remercie de votre attention.